Bonjour à tous, bienvenue dans Cult & Click pour une nouvelle vidéo, une vidéo sur Star Wars et plus précisément sur The Mandalorian, épisode 1 et 2 de la saison 2. Et pour l'occasion, on a vraiment mis les petits plats dans les grands, sans mauvais jeu de mots, puisque nous avons reconstitué les décors de la cantina, et plus précisément, l'ami Greg est carrément dans la cuisine de la cantina de Star Wars. Bonjour mon cher Greg. Salut à tous et bienvenue dans le vaisseau spatial de l'ami Mando. On a recréé tout le vaisseau. Non, c'est une cuisine, on n'a pas de budget, c'est le confinement. Bonjour à tous et bienvenue pour cette critique de la saison 2. On s'est dit que mieux valait le faire et de mettre les petits plats dans les grands plutôt que de ne pas faire de vidéo cette semaine. Alors, mon cher Kerr, commence. Oui, alors moi déjà j'ai une question, tu es debout là? Je suis tout à fait debout parce que tu m'as dit que comme toi tu enregistrais dans tes chiottes et que c'était juste un papier peint derrière toi, tu voulais que moi je sois dans ma cuisine pour qu'on fasse Bah, je suis différentes jaloux, pièces de moi la je vais maison. le faire debout aussi alors. Donc, c'est mal cadré ce truc. Bon, tant pis. Je laisse tomber. Euh, alors, Mandalorian épisode 1 et 2, je te propose de parler de l'épisode 1 puis ensuite de l'épisode 2, chacun notre tour, ok? Alors, épisode 1, le retour donc de Mandalorian après un final donc sur le fameux Moff Gideon, comme on l'appelle, et son sabre télescopique électronique qui balance de l'électricité. Bon, et ben, on se demandait où Mandalorian allait aller. Ils ont annoncé énormément de nouveaux personnages dans cette saison, notamment Boba Fett. Enfin, il y avait plein de choses qui avaient été annoncées, des personnages de Clone Wars, etc., etc. Et on arrive avec un épisode vraiment sur Tatooine avec le vert. D'ailleurs, je le dis tout de suite. Tu me diras si tu es d'accord avec moi. Le vert, pour moi, c'est un pied de nez de Star Wars et Disney à Dune, qui devait sortir en fin d'année. Mandalorian était prévu avant. Ils se sont dit, tiens, à mon avis, c'est ma théorie, hein, mais ils se sont dit, tiens, on va faire le vert avant que Dune le fasse. Comme ça, les gens ne diront pas que c'est Mandalorian qui fait comme Dune, mais Dune qui fait comme Mandalorian. Donc voilà, et un épisode qui, sur le coup, m'a un petit peu déçu, étonnamment, alors qu'en fait, il est très solide. Et avec du recul, plus ça va, plus je l'apprécie cet épisode pour plusieurs raisons. Il est extrêmement bien fait, et je pense que tu reparleras des effets spéciaux, mais c'est vraiment d'une grande qualité. L'arrivée du Marshal, interprété par Timothy Olyphant, au début, je me suis dit ça marche moyen, mais en fait assez vite finalement la mayonnaise prend, sans mauvais jeu de mots. On va pas faire que des références culinaires pendant toute la vidéo. Euh, Timothy Olyphant d'ailleurs c'est marrant parce qu'il est un peu Marshall, enfin il est shérif dans Deadwood, il est shérif dans Justified, là il est Marshall dans Mandalorian, enfin c'est un métier qui visiblement il affectionne. Il est très bien aussi, et puis en fait, quand j'ai dit que bah, ce qui m'avait un petit peu déçu, c'était que Yoda était un peu en retrait, que je sais pas, mais sur le coup, j'étais pas hyper emballé, mais finalement, le retour d'un épisode par semaine, le kiff du vendredi après une semaine parfois vraiment épuisante, surtout vu le contexte, bah, au final, j'étais plutôt satisfait. L'épisode le plus long de la série pour l'instant. Euh, voilà, une intrigue que certains ont critiqué, qui est très simple, hein. Il y en a qui ont dit que bah, Mando, en fait, son boulot, c'était tuer des animaux, même si les animaux font 100 mètres de long. Euh, Pas vraiment, je trouve il y avait un vrai intérêt aussi. Et puis, il y a énormément de références à tout l'univers Star Wars. Le podracer de Anakin qui est utilisé par le Marshal, bien évidemment l'armure de Boba Fett, les Jawa avec leurs moyens de... Enfin, je sais pas comment ils appellent ça, leur gros camion là. Enfin, il y avait plein de trucs qui font référence à la première trilogie. Et c'est encore une fois un gros plaisir. Mais je le dis tout de suite, j'ai préféré l'épisode 2. Toi, t'en as pensé quoi de l'épisode 1, mon cher Greg? Bah moi j'ai un amour profond pour cette série Mandalorian. J'ai envie de parler de l'épisode 1 et de faire directement la transition sur l'épisode 2 si tu me le permets Kerr. En fait j'ai une passion pour cette série. Cette série en tout cas a réanimé pour moi la flamme
de Star Wars. C'était déjà le cas dans la saison 1 qui était ouf. Mais là, très concrètement, sur cette saison 2, je trouve qu'elle a réussi à revenir aussi fort. Et qu'est-ce qui est incroyable? C'est tout simplement que cette série, cette simple série, parce que voilà, il y a les gros films qui ont des budgets incroyables et qui, comme l'épisode 9, peuvent être complètement catastrophiques au niveau du scénario. Et bien là, quelque chose qui est simple, qui revient aux bases, et c'est à la fois les qualités de Mandalorian et ses défauts, on a quelque chose qui est juste magique. En tout cas, pour moi, c'est magique. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils vont retaper dans tout ce qui fait que j'aime Star Wars. On a une musique hyper stylée qui a un thème qui est présent, qu'on ressent et qui est vraiment à la limite entre les films de Far West et ce qu'avait fait John Williams sur les Star Wars canoniques. On a à côté de ça une mise en scène qui est simple mais tellement efficace, et cette qualité avec ces effets spéciaux dont on parlera dans une future vidéo, parce que il faut pas oublier que Mandalorian, cette série, en fait, elle est juste en train de complètement révolutionner l'intégralité de la production de séries et, à mon avis, de cinéma, et de plein d'autres choses dans la vidéo d'ici très peu d'années. Je pense que d'ici 5 à 10 ans, tout le monde verra l'évolution et la révolution qu'a amené Mandalorian. Donc ça, il faut pas le sous-estimer, et on en parlera dans une autre vidéo parce que c'est un sujet qui est à mon avis assez important. Et en fait, le truc, c'est que on a des effets spéciaux qui sont hyper réussis. Enfin, ce dragon de Crate dans l'épisode 1 de cette saison 2, moi je le trouve extrêmement réussi. Et quand on sait que tout ça a été tourné dans un hangar avec très, voire quasiment pas d'extérieur, et juste quelques décors construits à côté, eh bien, c'est incroyable comme on a l'impression qu'ils ont tourné réellement dans un désert, qu'ils ont réellement tourné en extérieur. Bref, je trouve que les effets spéciaux sont super réussis. Le scénario est toujours aussi léché. Certes, on peut critiquer le fait que la méta-histoire n'avance pas tellement. Je pense que c'est parce que Mandalorian a définitivement ce problème de fond qui est que Dave Filoni, donc, qui est un des co-créateurs, et Jon Favreau, qui est le producteur et scénariste d'une grande partie des épisodes, en fait, tous les deux sont dans le cas de Dave Filoni, c'est le padawan de George Lucas. C'est celui que George Lucas a pris sous son aile, lui a fait travailler sur le lore, sur la série des Clone Wars, qui est, à mon avis, à part les Star Wars de 1 à 9, ce qui développe le plus le lore que j'ai jamais vu. Donc vraiment, la série Clone Wars, si vous l'avez pas vue, je vous la conseille. Et en fait, d'un côté, on a Dave Filoni qui est vraiment là pour représenter le lore et avoir la connaissance intégrale de Star Wars. Et de l'autre côté, Jon Favreau qui est un fan de Star Wars et celui qui a lancé Iron Man et du coup une partie du MCU. Et en fait, ces deux personnes-là ont pour mission de faire cette première série officielle Disney+ sur Star Wars. Donc c'est vraiment un manteau qui est énorme, hein, vraiment une chape de plomb sur les épaules. Et au final, eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont retravaillé sur qu'est-ce qui avait fait l'origine. Quelle était l'origine, quelles étaient les premières inspirations de George Lucas pour faire 4, 5, 6. Et en fait, ce travail qu'ils ont fait qui rend extrêmement bien à l'image, parce que par exemple, en fait, il y a plein d'éléments qui sont assez marrants. Les armes dans Mandalorian ont toutes l'air de vraiment venir de Star Wars, soit parce que c'est des armes qui ont été réutilisées, mais aussi parce que les armes de Star Wars sont souvent des armes qui sont des remodifications d'armes de la Première ou Deuxième Guerre mondiale, qui étaient un peu exotiques. Et en fait, ces armes-là que George Lucas avait réussi à récupérer, il les a un petit peu modifiées pour donner un look qui est le look des armes dans Star Wars. Et en fait, ils ont refait pareil. Ils ont repris des armes de la Première, de la Deuxième Guerre. En fait, à chaque fois, on sent qu'ils ont voulu repartir aux sources. Bébé Yoda, c'est un animatronics. C'est de nouveau une marionnette, très peu de 3D, comme Yoda au début. Et en fait, ils ont voulu vraiment revenir aux origines. Sauf que le problème qu'il y a, comme on l'avait senti dans la saison 1, c'est qu'ils ont voulu s'inspirer des films qui avaient inspiré Lucas. Et du coup, qu'est-ce qui avait inspiré Lucas? Il y avait forcément des films de cow-boys, il y avait forcément des films japonais, des films de samouraïs. Et en fait, on a parfois cette impression que de vouloir travailler sur les inspirations de Lucas, eh bien c'est tellement proche, ou c'est un épisode qui est tellement clin d'œil, qu'en fait, on est
quasiment, on est là, on est sur la limite du plagiat. Et en fait, oui, c'est vrai que le dragon de Crète, il fait énormément penser. C'est clairement un des vers de sable de Dune. De la même manière qu'on avait un épisode qui était complètement, mais quasiment entièrement pompé des 7 samouraïs. Et on a vraiment ce travail où en fait, à quel moment on est dans l'hommage et à quel moment on est dans la copie trop proche, voire j'utiliserais un terme qui est plagiat. Moi, je crois pas du tout au plagiat, attention. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que vraiment, il y a des moments, il tire sur les deux, et là où on est en train de prendre un kiff incroyable de voir une production aussi bien réalisée, et vraiment, mais quelle claque. Et on va parler, enfin, je vais laisser parler Kerr de l'épisode 2 pour ensuite aller un peu travailler sur les acteurs et les personnages, qui est vraiment, je pense, le sel de Mandalorian. Mais avant tout ça, qu'est-ce que tu as pensé de l'épisode 2, mon cher Kier? Alors là, pour le coup, l'épisode 2, je l'ai absolument adoré, du début à la fin. Alors ça peut en surprendre plusieurs, puisque dans les faits, c'est un épisode qui a été beaucoup critiqué, qui provoque d'ailleurs une certaine polémique, je reviendrai dessus. Parce que c'est vraiment l'épisode type de Mandalorian que j'adore. Et je reviendrai après sur le fait que ça fasse pas avancer la méta histoire. T'en as un petit peu parlé, et du coup, moi, je vais en parler aussi. Euh, Cet épisode, c'est en fait Mandalorian pour moi, c'est une fausse série feuilletonnante. On a une trame, donc la méta-histoire, qui est en toile de fond, qu'on développe de temps en temps, mais pas trop. Et on a surtout les épisodes qui se sont construits autour d'une intrigue avec beaucoup de légèreté. Et ça, la légèreté dans Mandalorian, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Le fait que la série prenne son temps pour nous faire marrer avec Baby Yoda, pour développer dans cet épisode énormément la relation paternelle que Mando a avec l'enfant. Euh, Tout ça, là par exemple, tu vois, dans cet épisode, j'ai beaucoup aimé les X-Wing, les différentes références, encore une fois, à l'univers Star Wars, la Nouvelle République. Ça m'a bien évidemment fait penser à l'Empire contre-attaque. Euh, Enfin, vraiment, puis il y a d'autres choses, hein, les araignées, il y a plein bah, on peut penser bien évidemment au Seigneur des Anneaux, on peut penser à plein d'autres choses. Euh, et c'est un épisode, voilà, qui a sa petite histoire, ses nouveaux petits personnages. Il y a Mando au milieu, il y a Yoda, ils gagnent, ils s'en vont, et c'est un peu comme ça. Tu vois, l'épisode de la prison, par exemple, était un peu construit de la même manière. L'épisode des 7 samouraïs aussi. Enfin, et c'est vraiment des épisodes que j'apprécie beaucoup. C'est un épisode plus court que le premier. Donc là, vraiment, pour le coup, quand je l'ai vu, je me suis dit, ah, mais qu'est-ce que ça fait du bien de finir la semaine et sur ça, en fait. C'est un vrai, vrai, vrai gros kiff parce qu'il y a cette légèreté. Il y a le fait justement que la méta-histoire qui a été introduite avec Gideon, et ben, en fait, ne soit pas autant développée que ça, en tout cas pour l'instant. Moi, c'était ma crainte sur la saison 2. D'ailleurs, je l'avais dit dans les vidéos de la saison 1. J'avais peur vraiment que la méta-histoire prenne le pas sur le reste et qu'on ait plus la légèreté qui me plaisait tant dans la saison 1. Et c'est là-dessus que moi, j'ai beaucoup, beaucoup de mal à comprendre. Euh, Beaucoup de remarques sur le fait qu'il y a beaucoup de gens qui disent que The Mandalorian, c'est décevant parce que ça n'avance pas. Mais en fait, la construction même de la série fait que c'est une série qui est faussement feuilletonnante. Et c'est quelque chose que je vois souvent de dire bah, ça avance pas, il n'y a pas de scénario. Et en fait, on se prive un peu de ce que la série est, et si on va plus loin, de ce que certains films sont. Et quand j'ai vu autant de critiques sur le fait que ça avance pas, soi-disant, dans Mandalorian, alors moi déjà, je suis très content que la méta-histoire n'avance pas vraiment. Si elle avance qu'un tout petit peu dans la saison, j'en serais ravi. Parce que moi, pour moi, Mandalorian, c'est Mando et Baby Yoda qui se baladent dans la galaxie avec en toile de fond tout l'univers Star Wars, et puis on prend notre pied à chaque épisode avec des épisodes qui sont bien différents. Mais par exemple, je me rappelle les critiques qu'il y avait eu Gravity à la sortie, où les gens disaient ouais, mais c'est nul, il n'y a pas d'histoire. Mais en fait, Gravity, enfin, tous les deux, on est d'accord, mon cher Greg, c'est pour nous un chef-d'œuvre parce que bah, moi, par exemple, Gravity, j'ai jamais eu un film qui m'a autant fait voyager dans l'espace avec autant entre guillemets de réalisme. Mad Max sur Heroes, beaucoup de gens disent que pareil, il n'y a pas de scénar parce que c'est un aller-retour. Il y a quand même un spectacle
qui est incroyable, des personnages qui le sont tout autant, la réal de Miller est folle. En fait, le film n'a pas forcément besoin, ou la série n'a pas forcément besoin d'une intrigue de ouf. On n'a pas besoin de voir Dark Maul arriver en plein milieu d'un épisode, un complot avec l'Empire, les origines de Kylo Ren et tout ça. Non, on s'en fout. Là, vraiment, c'est Mando, le chasseur de primes, qui a eu dans une mission The Child à sauver et qui, là, aujourd'hui, ne peut plus s'en séparer. Et puis, il vit ses aventures de chasseur de primes avec Baby Yoda à côté. Et il y a des scènes qui sont marquantes. Alors, dans l'épisode 1, j'en avais pas parlé, mais la scène d'intro dans la salle de catch était très réussie, mais enfin, le mieux avait été dévoilé dans le trailer. Et puis là, sur l'épisode 2, pareil. Enfin, moi, j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé cet épisode 2. Pour sa légèreté, pour moi, il incarne vraiment ce qu'est Mandalorian et ce que j'aime dans Mandalorian. Toi, t'en as pensé quoi? Alors, de mon côté, grande surprise, j'ai adoré. Cet épisode 2, il est exactement comme tout le reste des épisodes de Mandalorian. C'est-à-dire qu'on a une histoire principale qui est fait vraiment. Enfin, imaginez juste que vous allez voir un film avec un fugitif qui a récupéré un enfant. Il doit récupérer. Enfin, on a un pitch de film du début à la fin, et tous les mandos pourraient être des films, et ça pourrait être l'épisode 4 de Star Wars, l'épisode 5, et en tout cas, moi, je serais très content. Le fait qu'il n'y ait pas une histoire qu'on suit. Enfin, si vraiment les choses étaient aussi simples que ça, si le but c'était juste de faire avancer une méta-histoire, la méta-histoire c'est quoi? C'est Mando qui récupère bébé Yoda et qui va trouver un Jedi qui lui fourgue, et ciao tout le monde. Ce serait vraiment dommage de voir une histoire comme ça. Là, au contraire, on se focus sur ce qui est le plus important, c'est-à-dire les personnages. Et cette relation qu'a Mandalorian avec bébé Yoda, et les rencontres avec cet univers de Star Wars. Alors, pour parler des personnages, alors d'ailleurs, petit clin d'œil, un des chasseurs de X-Wing, c'est Dave Filoni, celui qui ne parle pas, l'autre. Et en fait, on a vraiment les personnages où on a ce côté un peu dégueu, amusant de bébé Yoda, avec le fait qu'il bouffe les œufs de la dame grenouille, parce que déjà depuis la saison 1, il n'arrête pas de bouffer des grenouilles. Et en fait, on a ces personnages où on est toujours en train d'être avec eux, ils ont des problèmes, et il essaye de nous mettre tellement à côté d'eux dans le vaisseau de Crest pour être là avec Mando et vivre leurs aventures, que du coup je trouve que, eh bien, on n'a peut-être pas un combat intergalactique à chaque épisode, mais c'est vraiment pas grave, parce qu'on est là pour profiter d'un univers qui est tellement riche. Et pour en revenir sur cet univers tellement riche, encore une fois, remarquez un film, un épisode, une référence à un film. Bon, là, comme le disait Kerr, c'est clairement, on est complètement dans l'épisode référence à Alien, avec les œufs, etc. Et après, ils vont Ah aller oui, je l'ai piquer pas dit ça, quelques mais plans oui, oui. On en parlait au téléphone. Mais oui, j'ai oublié de le dire. Ouais. T'as raison. Et en fait, ils vont complètement aller, une fois que les œufs d'alien sortent, en fait, c'est pas un alien, mais c'est l'araignée du Seigneur des Anneaux. Et en fait, mais par contre, qui a la bouche de alien, on a vraiment, en fait, à chaque fois, on va retravailler sur ce qui a fait les mythes qui ont sans doute travaillé eux-mêmes, George Lucas, pour la création. Et c'est le seul truc que je reproche, c'est de peut-être manquer un peu de création originelle. Mais comme Jon Favreau en parlait, la série, en fait, ils essayent de s'intégrer complètement dans une optique de série qui est qu'ils n'ont pas le budget de tout recréer, donc ils vont devoir digérer ce qui existe déjà pour pouvoir les utiliser. Et ça va sur des choses qui sont potentiellement le scénario, comme on est en train d'en parler, mais aussi ça peut être les accessoires du décor. Et en fait, pour le clin d'œil, en fait, dans la saison 1, quand Dave Filoni, qui était déjà un des deux chasseurs X-Wing qui venait faire exploser dans l'épisode 6 la station orbitale, en fait, ils avaient dû récupérer un X-Wing, parce qu'il n'y en a pas à Los Angeles, ils ont dû récupérer un X-Wing d'un Disneyland aux États-Unis. Et en fait, ils n'avaient pas le budget pour aller en refaire un, ou en tout cas, ils préféraient utiliser leur budget ailleurs. Et donc cette série, un peu comme une espèce de chat de gouttière omnivore qui va parfois prendre les arêtes du chat, les arêtes du poisson qui sont un peu dans la poubelle depuis un peu de temps, et puis au contraire, il va piocher quelque chose quelque part à droite. On a cette sensation qu'ils vont piocher partout, mais toujours
C'est toujours extrêmement bien fait. Il y a vraiment juste des petits défauts qui sont un petit peu trop recyclés. Et puis que bah, c'est encore là, c'est le 3e ou 4e épisode où la fin est sauvée comme ça à la dernière seconde par un élément qu'ils avaient mis au début du scénario. Enfin, il y a une mécanique d'histoire qui revient un peu, mais ça n'enlève rien à cet amour que je sens dans chaque épisode pour l'univers de Star Wars, l'envie de s'occuper non pas de qui est Kylo Ren, mais qui sont les parents de Rey. Ça, ils en ont presque rien à foutre. Ce qui les intéresse, c'est cet univers qu'a fait George Lucas. C'est qui le mec là qui est au fond de la cantina, lui, une fois, qui était présent, qui avait l'air stylé, qu'ils avaient vu dans leur enfance. Et ça, c'est quelque chose qui me parle, et c'est quelque chose que j'ai envie de voir dans des gens qui vont reprendre cette franchise qu'est Star Wars, qui est celle qui peut faire autant rêver. Et du coup, cette série, eh ben, je lui trouve cette énorme qualité de savoir nous faire de nouveau rêver, savoir nous faire emporter dans cet univers qui est Star Wars. Et elle est là aussi pour remettre plein de choses en place pour les futurs films Star Wars, pour les futures séries Star Wars. Et là, je suis pas en train de dire que ça va être basé sur l'histoire de Mandalorian. Non, 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 pas du tout. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'ils sont en train de remettre le sujet, les choses importantes au centre. C'est-à-dire l'univers de Star Wars, travailler sur que l'univers ait un vrai fond, que la forme ne soit pas cassée parce que le budget doit être très gros, donc on doit faire des trucs très gros mais qui n'ont pas de sens. Ou à l'inverse, de faire des trucs tout petits qui n'ont plus, qui n'ont plus le côté épique. Ils ont trouvé des solutions à plein de ces problèmes, dont on parlera dans la vidéo sur la révolution de production qu'amène du coup Mandalorian. Et en fait, c'est vraiment cet enthousiasme que j'espère vous communiquer pour découvrir ou redécouvrir cette série. Parce que vraiment, je trouve qu'elle marque, elle fait énormément de bien, elle fait voyager dans ce moment un peu particulier de confinement, de reconfinement de fin d'année. Et Bébé Yoda, mais Bébé Yoda, c'est la meilleure idée des 10 dernières années. D'un point de vue marketing, Bébé Yoda, et je pense que dans pas longtemps, il va éclater toutes les mascottes que vous avez vues. Je pense que dans quelques années, les gens se demanderont qui est plus fort, Bébé Yoda ou Pikachu. Et il y en a un qui fera Pika, Pika, et l'autre qui bougera ses petites oreilles. Et on sera là en train de se dire, ah mais qu'est-ce qui a le plus marqué les enfants de 10 ans? Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, je peux que vous communiquer mon amour pour Mandalorian et laisser les mots de la fin à Kerr, qui est du coup celui qui est plus froid et sans doute plus posé sur Mandalorian. Mais j'ai hâte de vous en parler, de pourquoi le Mandalorian va créer cette vraie modification en profondeur de la production. Allez, à toi mon cher Kerr, pour la fin. Ouais, bah moi j'avais quand même deux, trois trucs à dire. Ah oui, alors déjà, premier truc, c'est comme tu fais le malin, l'original à être debout. Moi je me suis assis, hein. Je suis là. Alors le truc, moi, que je voulais dire vraiment, c'était... Il y a un truc que j'ai aimé dans l'épisode 2, c'est que par exemple, tu vois Mando qui répare le vaisseau juste avec le chalumeau. Un peu comme Chewbacca, tu vois, le faisait dans la première trilogie. Alors, bien évidemment, ça n'a aucun sens. Il y a plein de gens qui l'ont relevé. Mais moi, j'ai trouvé que c'était un clin d'œil très réussi. Je voulais aussi revenir sur les deux personnages, là. Toi, tu as un peu parlé de Baby Yoda déjà avec les œufs. Euh, Mando, il y a un truc. Enfin, il est fidèle à lui-même, mais vraiment. Et par exemple, dans l'épisode 1, il rencontre donc le Marshal qui a récupéré l'armure de Boba Fett, que Boba Fett avait déjà récupéré un Mandalorian, parce que Boba Fett n'est pas un Mandalorian. Et, euh, et en fait, il lui dit bah, donne-moi ton armure. Donc l'autre lui dit bah, t'as qu'à m'aider et tout. Il- on voit tout de suite que le Marshal en fait a besoin de cette armure pour faire le bien. Il s'en sert bien, il fait les choses correctement. Et ben à la fin, quand même, Mando se barre avec, avec l'armure. C'était le deal. Enfin, et il est comme ça, Mando, et ça m'a fait marrer. Et alors, Baby Yoda, mais en fait, il y a une polémique d'ailleurs sur les œufs, mais c'est extrêmement drôle, mais un peu limite aussi, le fait qu'il gobe des œufs pendant tout l'épisode. Et même à la fin, enfin la toute fin de l'épisode, il en gobe un autre, alors que quand même, on s'est attaché au personnage, à la maman grenouille et son bac d'œufs.
Et tu sais qu'il y a une énorme polémique, hein, vraiment, il y a des gens qui crient très fort sur Disney et sur la série. Et là, il y a Disney qui a été obligé d'expliquer qu'en fait, il fallait pas s'inquiéter, mais que dans l'épisode, il faisait comprendre qu'en fait, les œufs n'étaient pas fertilisés pour l'instant, et qu'en fait, c'était comme des œufs qu'on achète en supermarché pour en faire des œufs à la coque ou des œufs sur le plat. Et donc voilà, mais on en est là. Les gens ont trop de temps chez eux. Les gens sont enfermés chez Ouais, eux et trop de du coup ils se polémique, disent ouais. mais sur quoi je vais me plaindre sur Twitter? Eh bien il y a Baby Yoda qui a mangé un œuf. Est-ce que c'est au final plutôt est-ce qu'il est carnivore vivipare? Est-ce qu'il est carnivore ovipare? Je ne sais pas. On va se plaindre sur Twitter, on va voir quelles sont les réponses. En tout C'est quand cas, même un je sacré vous souhaite à filou, tous ce d'avoir Baby Yoda. une très bonne vie et de vraiment kiffer Mandalorian. Et si vous avez déjà kiffé Mandalorian et que vous êtes déjà des fans de Star Wars, eh bien de vous jeter sur Clone Wars, peut-être en commençant à la saison 2, mais ça aussi, on en parlera bientôt. Merci à tous, des bisous, merci à Kerr, et restez chez vous. Des bisous, ciao ciao. Ciao.